Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il est 20 h et la raison pour laquelle je commence cette vidéo si tard, c'est parce que j'avais envie de faire une vidéo hybride night routine, parce que c'est un de mes moments préférés de la journée. C'est la fille qui attend toute la journée pour son moment préféré, mais vraiment j'ai une night routine que j'adore, qui me permet de rester beaucoup plus sereine tout au long de la journée suivante. Et je vais également partager les enseignements qui m'ont le plus marqué dans mes lectures, parce qu'une grande partie de ma routine du soir, c'est la lecture. Je lis environ un livre par semaine. C'est un challenge que je me suis lancé depuis janvier, que je tiens pas toutes les semaines, hein, je vous avoue. Et j'essaye en tout cas, c'est le principal. Et si vous voulez, j'alterne entre des livres de développement personnel et des romans, voilà, des romans un peu évasion en fait. Et aujourd'hui, je vais vous partager les meilleurs enseignements que j'ai pu tirer de 3 livres de dev perso qui m'ont vraiment marqué et qui, je pense, peuvent avoir un impact positif sur vous également. On va commencer cette petite night routine par quelque chose qui n'est pas du tout routinier. Puisque ce soir, William avait très envie d'une petite crêpe. Donc nous allons aller à la crêperie que nous aimons bien à Lyon. Je vais vous montrer ce qu'on prend. Donc oui, normalement je cuisine évidemment le soir. Enfin, midi et soir. Je vais vous montrer les lunettes que je me suis achetées hier chez Massimo. Celles-ci, vous les connaissez, ce sont les lunettes que je porte tout le temps. C'est des lunettes Massimo que j'ai achetées il y a 2 ans ou 3 ans, je crois, que j'ai perdu, que j'ai racheté tant j'aime bien la forme. Voilà, sympa. Et alors celles que j'ai achetées hier, elles sont un peu plus grosses et ce que j'aime, en enlevant l'étiquette évidemment, c'est qu'elles sont plus fondues avec mes cheveux. Vous voyez, c'est la couleur de mes cheveux. Merci beaucoup. Et j'arrive avec Regardez la crêpe sucrée s'il vous plaît. Oh, tu préfères celle de papa? Qu'est-ce qu'il a papa? Celle de papa, elle a le jambon que la maman n'a pas. Le jambon. Moi j'ai la galette roll de saison. Bon appétit petit cœur. Regardez cette petite crêpe aux fraises gariettes avec la petite crème fouettée là. Il est 10 h, on est rentré du restaurant, c'était un moment trop sympa, vraiment un bon quality time, on a bien discuté. Mais du coup c'est pas du tout une routine dans le sens où normalement à 10 h je suis Non, je suis pas dans mon lit. On dîne vers 20 h en regardant un épisode et soit on regarde un seul épisode, soit on enchaîne avec un deuxième. En ce moment on regarde Outlander et on est complètement fan. Mes parents regardent, ils nous ont dit que c'était vraiment super. On a terminé la saison 1 très rapidement, là on est sur la saison 2. Et donc en fait c'est tellement prenant que parfois tu ne résistes pas à l'appel du deuxième épisode. Et donc là comme vous le voyez, je me démaquille, je vais prendre ma douche, je dois me laver les cheveux. Je vous reprends quand je suis propre. C'est la meilleure sensation au monde, ou presque. Bon, sinon, qui a décidé de me faire un double bouton? Est-ce une araignée ou est-ce l'acné qui se dénonce parce que j'ai même pas touché, c'est tout rouge? Je vais faire un masque, évidemment. Toujours ma petite routine avant de me poser dans mon lit pour lire, c'est de me faire un petit masque, soit en crème, soit en tissu, j'alterne. Et vous connaissez mon amour pour les masques coréens. Celui-ci c'est un masque herborian que vous pouvez avoir gratuitement d'ailleurs, dès 45 € d'achat avant remise. J'ai un code qui est Marie qui vous offre moins 20% sur tout le site Herborian. Et donc ça, ce que j'applique, c'est un masque au ginseng. Et c'est un des ingrédients dont je n'avais pas parlé dans ma vidéo sur la Corée, sur ma routine coréenne skincare et sur les ingrédients. Et en fait, ça apaise tout de suite. Oh, mon Dieu, quel shot d'hydratation. Alors, le ginseng, c'est un ingrédient sur la peau. Il a la particularité de la lisser instantanément. Dans ce masque, il y a également de l'acide hyaluronique à haut poids moléculaire, c'est-à-dire qu'il va agir vraiment en surface de l'épiderme pour venir repulper la peau et avoir un effet instantané. Par exemple, si vous voulez aller en soirée, mettons que vous voulez un teint super repulpé, bien lumineux et bien éclatant avec les ridules de déshydratation estompées, c'est tout à fait le type d'ingrédient que vous allez vouloir. Et puis il y a également de la niacinamide dedans, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de l'appliquer avec mes boutons. Je vais le laisser 15 minutes et ensuite je l'enlèverai et j'appliquerai le traitement parce que comme vous le savez, le matin, je me concentre sur l'hydratation et sur le fait de protéger ma peau du soleil.
c'est un peu difficile de parler. Et le soir, c'est là que je viens prendre un temps pour moi, je mets mon masque pendant 15-20 minutes et ensuite je traite les problèmes que j'ai sur le moment. En attendant, on va continuer cette petite night routine par ma prochaine étape. Bon, j'espère que je ne vous fais pas trop peur les amis, je suis tellement habituée, William aussi il est tellement habitué que on est entre nous. Bon, et normalement je suis dans ma chambre hein, pour lire. En ce moment je suis en train de lire L'Enchanteur de Barjavel. J'adore Barjavel, donc je vous ai fait confiance et j'ai acheté La Nuit des Temps. Je trouve ça vraiment très important de mettre un point d'honneur à passer des moments de qualité ensemble comme on a fait au restaurant. On a eu de très bonnes discussions, on a bien échangé, mais aussi réussir à avoir du temps rien que pour soi. Et donc là, vous voyez, William, il adore jouer à la console, des temps. Moi, j'adore prendre une tisane, lire. Et en fait, c'est bien d'avoir chacun des activités rien que pour soi. Je vais lire un peu. Et puis ensuite, on va aller enlever ce masque. Et maintenant, comme je vous le disais, le soir, je traite. Vous savez que j'adore la skin thérapie. Je vous en ai parlé de très nombreuses fois. Même avec maman, parce qu'elle est fan aussi de ce produit-là. C'est une huile de nuit. Alors, je vous montre juste l'utilisation parce que c'est important. Vous secouez le flacon parce que c'est une huile biphasée. Vous videz totalement la pipette et ensuite vous reprenez du produit histoire que tout soit bien mélangé, tous les actifs, tous les ingrédients. C'est à 90% d'ingrédients d'origine naturelle et 1, 2, 3 gouttes, ça suffit. La particularité de ce produit, c'est qu'il contient 17 super ingrédients coréens, dont des ingrédients iconiques en K-beauty comme le yuzu, le piment rouge, la centella, l'extrait de bambou, le ginseng aussi comme dans le masque, et ça c'est assorti à un cocktail d'ingrédients, l'acide hyaluronique, le squalane qui, comme je vous le rappelle, sont des lipides naturellement présents dans la peau et qui vont énormément hydrater et retenir l'eau en évitant la perte d'eau transépidermique, en renforçant le film hydrolipidique. On a du PHA, ce sont des acides exfoliants les plus doux que l'on puisse trouver. On a du zinc aussi, PCA, excellent pour ce genre de problème. Et c'est une huile qui convient à tous les types de peau, qui a à la fois un aspect fermeté, anti-rides et en parallèle des fonctions anti-imperfection, donc je la trouve super intéressante. C'est pour ça que c'est un produit que j'utilise régulièrement et d'ailleurs vous êtes des dizaines à me laisser des retours à chaque fois que j'en parle systématiquement. Il y a des gens qui me disent ce produit est merveilleux. Même mon coiffeur m'a dit il me fait une peau incroyable. Donc c'est vraiment un produit qui fait parler de lui. Il y a du bouche à oreille autour de ce produit. Donc si ça vous intéresse de tester Skin Therapy et en plus d'avoir le masque offert des 45 € d'achat avant remise avec le code Marie en lettres capitales, je vous laisserai tous les liens dans la barre d'information. Oh mais regardez, qui est ce tout petit cœur? Oh bonjour. Les amis, je vais aller me coucher et on se retrouve demain pour la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je vais vous livrer tous les meilleurs enseignements que j'ai pu tirer des livres que j'ai lus depuis le début de l'année. Vous entendez les petits oiseaux? Les amis, on se retrouve dans le jardin de mes parents. Je suis devant les pivoines qui ont été prises du jardin de mon arrière-grand-mère, Huguette, qui a été d'ailleurs guérisseuse, coupeuse de feu, une femme géniale, qui a eu 7 ou 8 enfants je crois, et qui n'est plus de ce monde, mais qui vit quand même à travers les fleurs de son jardin, dans le jardin de mes parents. Je trouve ça super beau, tout l'héritage familial et continue à faire vivre les gens à travers des bijoux, à travers des fleurs, à travers continuer à faire vivre leur mémoire tout du moins. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel je suis. Dans cette partie de vidéo, j'avais envie de partager avec vous les meilleurs enseignements que j'ai tirés de 3 livres que j'ai lus depuis le début de l'année. Je ne vais pas vous faire une description très complète des livres, non, je vais vraiment vous donner simplement 2 ou 3 choses que j'ai retenues et que j'ai trouvées intéressantes. Voici les 3 livres dont je vais vous parler. Je vais commencer par le premier que j'ai lu
C'est ma première lecture de janvier 2024 et ça s'appelle The Last Lecture. Mais c'est un faux ami, ça veut dire conférence. Ensuite, ça, pour la petite histoire, c'est une de mes amies qui s'appelle Farina, qui est youtubeuse aussi et que j'avais rencontrée lors d'un voyage presse à Séoul. Et j'aime bien demander aux gens quel est leur livre préféré. Elle m'avait dit que c'était celui-ci. En gros, ça veut dire l'âme libérée et c'est un chemin sur la connaissance de soi. C'est la deuxième lecture de janvier 2024. Et enfin, on va terminer par le club des 5 heures du mat de Robin Sharma. Ça, c'était ma lecture de mars. En fait, ils ont tous une énergie complètement différente. Dans le sens où celui-ci, c'est une histoire vraie en fait. C'est Randy Pausch qui donne une toute dernière conférence parce qu'il vient d'apprendre qu'il est atteint d'un cancer du pancréas en phase terminale et il a 3 enfants en bas âge. Et il donne une conférence dans son université dans laquelle il est professeur d'informatique. Le thème de la conférence, c'est réaliser ses rêves d'enfant. Il fait cette conférence parce qu'il a envie de laisser un héritage à ses enfants, un héritage vidéo. Donc en fait, si vous voulez, vous pouvez tout à fait regarder la conférence de ce livre. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que les exemples sont très parlants. On a tous les codes du storytelling oral. Il y a 3 exemples qui m'ont vraiment marqué. La première leçon, c'est sur l'importance de la communication constructive. Ça m'a beaucoup marqué parce que cet homme avait un mentor qui s'appelait Andy. Et Andy vient le chercher un jour dans son université lorsqu'il était enfant. Et l'auteur a une altercation avec un autre enfant et il devient très arrogant. Et au lieu de le critiquer, de le réprimander, il lui donne une formulation qui est beaucoup plus constructive, limite en étant de son côté. Il lui dit « C'est vraiment dommage que les gens aient cette perception de toi comme étant quelqu'un de si arrogant parce que ça va forcément limiter ce que tu vas pouvoir accomplir dans la vie. » Et j'ai trouvé ça génial, cette tournure complètement constructive au lieu de se laisser envahir par son émotion de dire « Mais arrête de lui parler comme ça, c'est n'importe quoi ». On va être en confrontation en fait si une personne nous fait ce genre de critique. Alors que si la personne se met à côté de nous en nous disant c'est dommage que les gens vont te percevoir ainsi parce que tu vas pas pouvoir donner ton meilleur potentiel. C'est trop bien je trouve. La deuxième leçon de ce livre que j'aimerais partager avec vous, c'est sur l'importance de l'empathie et du soutien des autres. Randy, donc l'auteur, venait d'acheter une voiture toute neuve et il emmène son neveu et sa nièce pour s'amuser et avoir voilà, un petit moment avec leur oncle sympa. Et donc, la sœur de l'auteur dit à ses enfants « Attention surtout, parce que tonton il vient d'acheter une voiture qui est toute neuve, vous vous tenez à carreau, vous faites pas de sale, attention !» Et donc les enfants ils sont là, tu sais, complètement figés, traumatisés, oh là là, au secours. Pour montrer l'importance de l'humain plutôt que des choses matérielles et pour détendre les enfants, Randy, l'auteur, prend une canette de soda, l'ouvre et la renverse comme ça, on renverse à l'arrière de sa voiture. Et les gamins, ils sont subjugués, quoi. Et il leur dit « It's only a thing », c'est juste une chose, c'est juste du matériel et l'humain est beaucoup plus important. La semaine d'après, son neveu vomit dans sa voiture. Ça lui permet de ne pas culpabiliser d'avoir fait ça dans la voiture parce que, c'est ce que l'auteur dit, de toute façon, les enfants sont des enfants. Ils vont faire du sale, sans faire exprès parce qu'ils n'ont pas encore la maîtrise totale de leurs gestes. Il ne faut pas leur en vouloir, des enfants, ça reste des enfants. Et les choses matérielles, c'est moins important que l'humain et j'ai trouvé ça hyper touchant. Donc c'est un peu extrême bien sûr de renverser une canette dans sa voiture toute neuve, mais juste la leçon qu'il y a derrière est importante. Et la troisième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est une leçon sur l'importance de la discipline. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, et surtout de l'effort personnel et la critique liée à cela. Donc Randy décrit une expérience de son enfance. En fait, il était en train de jouer au foot et il avait un coach qui était assez strict. Et son coach voit que Randy est en train de ne pas réussir à faire un exercice, et au lieu de lui donner un exercice plus simple à faire et donc de rabaisser le niveau de l'entraînement, il l'encourage et il lui dit d'aller au-delà de ses limites pour lui apprendre l'effort soutenu, l'importance de la discipline. Et dès qu'il faisait une erreur, il lui disait de recommencer. Et en fait, Randy s'est rendu compte un petit peu plus tard que l'insistance de son coach, c'était une bénédiction parce que là, il y a une phrase que j'ai trouvée géniale pour voir la critique d'une autre manière si vos parents ont été durs avec vous. C'est que, ou votre coach, quand tu sais que tu es en train de faire une erreur, mais que personne ne s'embête à te le dire, c'est une très mauvaise situation dans laquelle être. Pourquoi? Parce que quand les gens arrêtent de te corriger ou te donner des conseils, c'est qu'ils n'ont plus foi en toi, c'est qu'ils n'ont plus foi en tes capacités. Et ça, j'ai trouvé ça formidable de voir la critique sur cette nouvelle perspective, de se dire oh, mais en fait finalement si les gens insistent tant,
C'est pas pour m'embêter, c'est pas pour me voir échouer, c'est au contraire parce qu'ils pensent que je suis capable d'y arriver. Et ainsi, la critique constructive devient un signe de respect et d'intérêt pour la personne. Et je terminerai ce livre par 3 phrases qui m'ont vraiment marquée. L'expérience est ce que nous gagnons lorsque nous n'avons pas réussi à atteindre ce que nous souhaitions, sur l'importance de l'échec. Deuxièmement, les murs de briques qui se trouvent sur notre chemin sont là pour une raison, nous pousser à nous dépasser et obtenir ce que nous voulons vraiment. Et troisièmement, le temps est tout ce que tu as et un jour tu pourrais te rendre compte que tu en as moins que tu le penses. Surtout dans ce contexte-là, je trouve ça super puissant. Le deuxième livre dont je voulais partager les meilleurs enseignements, c'est celui-ci, c'est L'âme délivrée. Et j'ai simplement une notion que je voulais retenir et vous partager. Mais ce livre, il est idéal si vous avez cette petite voix dans votre tête qui ne vous lâche jamais. Si vous êtes toujours angoissé, si vous êtes stressé, si vous avez des émotions négatives en fait qui vous hantent, ce livre-là, il est génial pour se libérer. Je regarderai s'il a été traduit. Moi, j'aime bien lire certains livres en anglais parce que ça me permet de pratiquer. La notion que je voulais partager avec vous, c'est celle de ne pas bloquer l'énergie qui est en nous. Certaines expériences de vie sont stockées dans une petite bulle d'énergie qui est dans notre cœur. Des années plus tard, cette bulle est stimulée par une expérience que l'on vit et qui est similaire à celle que l'on a vécue auparavant. Et à ce compte-là, les énergies ressortent et on peut ressentir ce que nous, enfants, nous avons senti lorsque nous avons 5 ans, en ayant 60 ans. On peut ressentir exactement la même chose. Ce qui se passe, c'est que tu as eu une expérience non digérée et tout ce qui n'est pas digéré va ressortir un jour ou l'autre. Par exemple, tu avais 8 ans, tu étais à l'école et tu savais pas ta leçon, mais le professeur te demande de passer au tableau et de la réciter. Et là, tu sais rien dire et tous les élèves se moquent de toi et tu ressens une honte incroyable et tu l'as pas dit à tes parents parce que tu avais peur de leur réaction et tu as gardé ça en toi. Et aujourd'hui, à chaque fois que tu dois passer au tableau entre guillemets, c'est-à-dire intervenir devant tes collègues par exemple, même si tu n'as plus 8 ans et que tu as 38 ans, eh bien tu as toujours cette petite boule au ventre et tu as peur en fait parce que tu te souviens de la honte que tu avais ressentie et que tu n'as pas digérée. Si on arrête l'énergie et qu'on décide de l'enfouir en nous, on bloque l'énergie et elle a nulle part où circuler. Et souvent on a tendance à enfouir. Oh c'est pas grave, passons à autre chose. C'est pas très important, ça va passer. Ben non, si tu l'enfouis en toi, ça ne passera jamais. Les énergies ont besoin de circuler. Donc comment faire concrètement, vous allez me dire? Tout d'abord, être conscient que quelque chose a besoin d'être libéré. La deuxième étape, c'est de prendre une posture inverse à celle que l'on prend lorsque l'on décide de bloquer l'énergie et de passer outre. Détendez vos épaules, ouvrez votre cœur, expirez. Détendez-vous. Parce que lorsque l'on est crispé, l'énergie reste en nous. Lorsque l'on se détend, elle peut nous traverser. Et surtout, lâcher prise. Dans tous les sens du terme. Et bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est pour ça que je voulais vous donner quelque chose de très concret pour essayer justement de libérer l'énergie. Vous allez trouver l'exutoire qui permet à votre énergie de circuler. Par exemple, vous allez discuter avec une personne de confiance, super important. Une personne qui, vous savez, ne va pas vous juger pour essayer de faire sortir l'émotion, l'énergie par la bouche, par la parole. Peut-être que vous êtes plus du style à laisser sortir l'émotion de manière encore plus physique, en faisant du sport par exemple pour vous défouler et ainsi transpirer par les pores toute l'émotion et toute l'énergie que vous laissiez enfouie en vous. Pour les personnes qui ont besoin de quelque chose de très concret, je pense que ça peut les aider. Ou alors si vous êtes une personne comme moi, un peu plus introvertie dans le sens où vous rechargez votre énergie lorsque vous êtes seul avec vous-même et vous préférez digérer les émotions avec vous-même plutôt que les partager avec quelqu'un, ça va être par l'écriture, le journaling. Vous allez littéralement visualiser l'énergie qui passe de votre cœur et de votre esprit. La tête et le cœur se rassemblent dans le bras, passent par votre bras et sortent par le stylo. Vous allez coucher littéralement sur votre feuille tout ce que vous avez sur le cœur. Et sinon, ce que je vous conseille aussi, comme le font très très bien les bébés de manière super instinctive et ce qu'on réprime un petit peu aujourd'hui quand on est adulte, c'est de crier ou de pleurer. Au bout d'un moment, vous savez, on grandit et on nous dit arrête de crier, ou alors on nous dit oh bah non mais faut pas pleurer, alors que ce sont de super exutoires. Donc n'hésitez pas, je ne vous dis pas de faire ça dans le métro, parce qu'effectivement, les gens auraient peur de votre cri, mais si vous êtes chez vous, vous pouvez crier dans un oreiller ou
pleurer comme vous le souhaitez, ça permet vraiment de... On se sent bien quoi après avoir pleuré. On a tout relâché et on a laissé ce qui nous crispait. Souvenez-vous que si vous vous crispez, vous empêchez l'émotion de passer et elle restera en vous. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Est-ce que vous voulez être libéré de cette émotion ou est-ce que vous voulez vous y accrocher? Il y a des gens qui aiment rester dans leur détresse parce que ça leur permet de recevoir de l'attention par exemple. En fait, il faut toujours conscientiser la raison pour laquelle on veut garder son malheur en soi. Il y a une raison à tout. C'est une forme de protection. Ce que j'ai retenu de ce livre et que j'avais vraiment envie de vous partager, c'est commencer par comprendre les énergies qui circulent ou sont bloquées en vous. Faites un état des lieux de vos énergies intérieures. Pour rester heureux, ne fermez pas votre cœur, décrispez-vous et laissez les émotions vous traverser. La troisième lecture, c'est le club des 5 heures du mat. Rien à voir avec la Miracle Morning. C'est un livre que j'ai trouvé très intéressant parce qu'on suit des personnages dans une vraie histoire. C'est pas un livre de développement personnel avec des leçons. On a des leçons bien sûr, mais qui sont données dans un contexte un peu romancé, on va dire. Et pour le coup, c'est une énergie beaucoup plus à l'américaine, une énergie un peu plus Tony Robbins, de motivation, de discipline, de dire non à la médiocrité pour faire éclore le potentiel que l'on a en nous et devenir la personne formidable que l'on était censé devenir avant de se trouver des excuses, si je peux dire. Ce livre m'a énormément énergisée et j'ai adoré le lire en mars. Donc plus de 15 millions d'exemplaires vendus quand même. Et je vais partager avec vous les meilleurs enseignements que j'ai tirés de ce livre à travers 5 grands axes. Le premier, c'est pourquoi 5 heures du matin? Pourquoi on se réveillerait à 5 heures? En réalité, ça peut tout à fait être changé à 6 heures maximum. En fait, l'idée, c'est de se lever 1 heure plus tôt, tout simplement. Et 5 heures, pourquoi? Parce que la grande victoire est faite de ces heures du petit matin où personne ne nous voit et tout le monde est encore en train de dormir. Et la solitude, celle que l'on expérimente lorsque l'on se lève si tôt, ça permet de renforcer à la fois son expertise, la maîtrise de soi dans le sens d'être calme, composé, et aussi notre connexion à notre humanité. Or, dans un monde surconnecté comme celui dans lequel nous vivons en ce moment, nous ne sommes jamais seuls. Et vous allez me dire, oui, mais moi je me sens seule. Certes, mais nous ouvrons notre téléphone et nous pouvons être accompagnés de personnes que l'on ne connaît pas, mais avec qui on partage des moments comme vous êtes en train de le faire présentement. Et en fait, on peut tout à fait être accompagné d'inconnus et de suivre leurs aventures à eux plutôt que de vivre notre propre vie. Et l'on devient, comme l'appelle l'auteur, des cyber-zombies. Et je trouve ce terme assez fort. C'est vrai que t'en vois tellement des cyber-zombies dans le métro, en train de marcher même, toujours la tête sur l'écran. Il dit une phrase qui m'a beaucoup marquée. Ils tiennent plus des robots que des humains. Scotchés à leurs écrans, ils ne sont plus présents et plus vraiment vivants. Ça m'a vraiment marqué. Et en fait, j'ai vécu l'expérience d'une semaine sans écran lorsque je suis partie en vacances avec William l'été dernier. J'avais jamais vécu ça de ma vie. Et c'est en expérimentant ce retour à la nature et à la connexion réelle que j'ai eue avec mon amoureux que je me suis dit waouh, à quel point ça nous déconnecte les écrans. On a l'impression d'être connecté, hein. On a l'impression de jamais être vraiment tout seul, on a l'impression d'être connecté au monde et ça nous déconnecte totalement de la réalité en réalité. Donc avoir une journée dans la semaine où on n'a pas d'écran ou une journée dans le mois, je sais pas, ça dépend ce que vous pouvez faire et même moi maintenant c'est essentiel au moins une semaine par an de le faire. Alors je vous dis pas, en fait c'est pas vraiment le sans écran. C'est plus sans réseaux sociaux. Parce que bien sûr, je suis contente d'appeler ma famille, je suis contente de... Voilà. Mais c'est vraiment le côté regarder la vie des autres plutôt que vivre la sienne qui est un petit peu dérangeant. Pour en revenir à 7 heures de 5 heures du matin, ça permet d'être dans une solitude qui nous permet de nous reconnecter à nous. Et pour faire le lien avec le livre précédent, réussir à faire un petit état des lieux de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc il propose de séparer 7 heures de 5 heures du matin en 3-20, 20-20-20, 20 minutes pour se reconnecter à son corps physique en faisant une activité physique justement, en faisant du sport. Lui il conseille quelque chose qui va te faire transpirer, enfin vraiment pour activer ton corps, tes muscles et tout. Ensuite 20 minutes pour se reconnecter à son esprit et à son moi intérieur par justement la méditation, la respiration, quelque chose de calme. Et enfin 20 minutes pour activer ses fonctions cognitives en
étant en apprentissage d'un domaine que l'on a envie d'approfondir. Je sais pas, par exemple, vous voulez apprendre l'anglais, être bilingue, bah voilà, 20 minutes tous les matins, vous faites votre petite leçon d'anglais. La deuxième notion qui m'a vraiment marquée, c'est ne rabaissons pas nos critères d'exigence pour nous complaire dans la médiocrité du moindre effort. Il dit que nous sommes devenus maîtres dans l'art du compromis, surtout du compromis avec nous-mêmes, laissant la médiocrité s'insinuer dans notre vie lentement, mais sûrement, jusqu'à rabaisser nos critères d'exigence. Et ce qu'il dit, c'est que les vrais leaders ne négocient jamais avec leurs critères d'exigence. Ils savent qu'il est toujours possible de s'améliorer et que le travail paye. Mais c'est vrai qu'on négocie beaucoup avec nous-mêmes. Je voulais créer mon propre business, mais c'est compliqué, hein. Finalement, je pense que c'était pas fait pour moi. Donc je vais plutôt me tourner vers ça. Ou alors, ah ouais, c'est vrai que j'avais dit que j'allais faire du sport 3 fois par semaine, mais je me suis fait mal au genou hein, quand même. Donc vous voyez, on se trouve toujours des excuses. Et je vais faire une vidéo là-dessus, parce que c'est un sujet qui me passionne et que moi-même, j'ai été la première à me faire des bonnes résolutions, on va dire, à me dire allez, je vais changer, je vais faire ça, ça et ça. Et au début, tu es hyper excitée par cette idée du changement et puis ensuite, tu abandonnes vite parce que tu restes humain. Et donc, j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo sur le cycle du changement, pourquoi on n'arrive pas à atteindre nos objectifs et comment y parvenir vraiment. Parce que si je suis là aujourd'hui à vous en parler, c'est que j'ai trouvé une espèce de formule et que maintenant j'y arrive. Donc j'ai trop envie que vous ressentiez aussi cette espèce d'extase et cette excitation à l'idée de concrétiser les idées qu'on avait en tête et faire les choses qu'on a dit qu'on allait faire. Ça apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup de confiance en soi aussi. Troisième point qui m'a beaucoup marqué dans ce livre, c'est de simplifier. Et oui, on a tendance à tout compliquer et à avoir la fameuse fear of missing out, la peur de manquer quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on va dire oui à tout. On va dire oui à toutes les soirées. On va essayer d'avoir la plus grande bande d'amis possible parce que ça le fait bien et parce qu'on aura toujours quelqu'un sur qui compter si on a plein d'amis. Et puis on va essayer d'avoir plein de projets. Parce que si on en a autant, il y en a bien un qui va se concrétiser, vous voyez. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de simplifier pour faire quelque chose parfaitement, parce que lorsque l'on a trop de projets, on va diluer l'intensité qu'on met dans chacun des projets. Si on avait eu moins d'amis, eh bien, on aurait accordé beaucoup plus d'attention, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'écoute à ce peu d'amis. Sinon, il faut répartir et donc on dilue. Il dit qu'il faut débarrasser ses journées des couches de complexité. Parfois, on a tendance à être occupé sans être productif. On fait 1000 choses dans la journée, on arrive à la fin, on se dit mais j'ai pas arrêté, pourtant j'ai l'impression de ne pas avoir fait les choses essentielles. Et ce que j'ai trouvé pas mal, c'est cesser de gérer votre temps, gérer votre concentration. La quatrième leçon que j'ai retenue, c'est que chaque jour est une opportunité de faire un nouveau petit pas de plus vers la bonne direction. Avec ce concept qu'il appelle la superposition des jours. Il dit que chacune de vos journées représente votre vie en miniature. Et j'adore ce concept. Comme vous vivez chaque jour, vous écrivez votre vie. C'est la répétition de ce que vous faites tous les jours qui va finalement construire votre réalité, construire votre vie. Et nous sommes tellement préoccupés par notre avenir que nous oublions la valeur essentielle d'une seule journée, d'une simple journée. Donc l'idée, c'est au lieu de se concentrer sur les semaines à venir, le mois prochain, etc., essayer de faire des micro-améliorations dans chacune de nos journées. Parce que ces micro-transformations quotidiennes, elles vont se transformer en semaines et puis en mois. Et ce qui était micro va devenir un grand changement au final. Et ça me fait penser au jour où je me suis dit que j'allais faire du sport tous les jours pendant 10 minutes. Tous les matins, j'allais enfiler ma tenue de sport et j'allais me mettre à faire du pilates pendant 10 minutes, c'est tout, pas plus. Et puis très vite, je me suis rendu compte, c'est dommage d'avoir enfilé ma tenue de sport pour 10 minutes, franchement. Je vais pousser un petit peu, je vais faire 15 minutes. Et puis la semaine d'après, je me suis dit, ok, est-ce que je suis capable de faire 20 minutes ? Là, il y a très peu de temps, je suis arrivée à 45 minutes. Lorsque j'ai vu que la séance du jour, c'était 45 minutes, je me suis dit, 45 minutes de sport ce matin, c'est beaucoup. Je me demande si je vais être capable de tenir cette séance, etc. Et je l'ai fait. Et j'étais tellement fière de moi. Donc voilà, le pouvoir des petits pas, de commencer petit, mais régulier, quotidiennement. Et c'est l'accumulation de ces 10 minutes qui finalement ont fait que j'ai pris l'habitude. Tout changement est rude au début, compliqué au milieu et splendide à la fin. Et enfin, 5e leçon de ce 3e livre,
Les efforts ne sont pas linéaires et le déséquilibre est indispensable. Discutez avec n'importe quel fermier, il vous parlera de la période de jachère. Cette période de jachère est précédée d'une période de travail hyper intensive. On travaille le sol et on s'adonne à un dur labeur. Et puis, il y a cette période de repos durant laquelle, en apparence, rien ne se passe. Et d'ailleurs, on a l'impression de perdre son temps à rien faire parce qu'on était habitué à travailler dur tous les jours et du jour au lendemain, on arrête et on se repose et on fait rien. Mais c'est durant cette période de jachère que le sol se régénère. Il a besoin de ça pour donner des belles récoltes la saison suivante. Et tout ce que l'on observera durant la période suivante est le résultat de cette période silencieuse. Des recherches scientifiques ont prouvé que les personnes les plus performantes ne travaillent pas de manière linéaire. Et c'est pour ça que je trouve que l'équilibre professionnel et personnel, c'est pas du 50-50. Il y a des périodes dans nos vies où on travaille bien plus que d'autres. Et c'est tout à fait normal. Le déséquilibre est absolument nécessaire, je pense. Et il faut arrêter de penser que la vie c'est du 50-50, que la vie c'est un équilibre parfait, ça n'existe pas. Ça n'existe absolument pas. Il faut se déculpabiliser un bon coup parce que rien n'est équilibré. La constante dans la vie, c'est le changement. Et le changement, c'est justement ne pas rester sur cet équilibre. Nos émotions fluctuent sans cesse. Nos hormones fluctuent. La lune fluctue. Un jour, j'ai lu quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est que les personnes qui sont en burn-out, souvent, c'est pas forcément parce qu'elles font trop de ce qu'elles n'aiment pas vraiment, c'est qu'elles ne font pas assez de ce qui les anime, de ce qui les fait vibrer, de ce qu'elles aiment. Et c'est en ce sens que je trouve qu'il est important de trouver un équilibre et de ramener dans sa vie ces moments de joie en dehors de son travail qui nous permettent de garder cette petite flamme et d'être équilibré dans ce sens, de quand même réussir à faire des choses que l'on aime parmi les tâches ingrates, les tâches difficiles, toujours ramener ce petit moment de cette petite étincelle qui nous fait vibrer. Ça, c'est trop important. Ne faites pas moins les choses que vous n'aimez pas faire, essayez de faire plus les choses que vous aimez faire. Et comment on fait comme on n'a pas le temps ? On se lève plus tôt. On se lève à 5h du mat. Non, même moi je le ferai pas à 5h du matin, mais je pense que vous prenez pas ça au premier degré et que vous voyez l'idée qu'il y a derrière tout ça. Et comme dirait Robin Sharma, voyez grand, commencez petit, démarrez aujourd'hui. Et bien voilà les amis, c'est les enseignements des 3 livres que j'ai lus en début d'année qui m'ont beaucoup marqué et que je souhaitais partager avec vous. Dites-moi ce qui a le plus résonné en vous, ça m'intéresserait énormément. Dites-moi quel livre vous avez le plus envie de lire, ce qui vous a le plus touché. Je vous embrasse très fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram, Sleeping Beauty YTB, ou sinon dimanche prochain dans une nouvelle vidéo sur YouTube. Prenez soin de vous. Bye.